j'aimerais vous poser une question un peu plus personnelle. En dehors de l'ordre de sciences que vous êtes, du chercheur, du professeur de géopolitique et du diplomate que vous êtes, quel est votre ressenti par rapport aux relations qu'il y a entre, d'un côté, l'Europe, l'Occident, disons en général, tout puissant, et de l'autre, l'Afrique qui traîne les pieds, si vous voyez ce que je veux dire, dans tous les domaines pratiquement, que ce soit dans le domaine politique, scientifique, dans le domaine de la recherche aussi, et en particulier entre certains pays occidentaux et la République démocratique du Congo, disons, surtout tout ce côté de l'Afrique centrale. Alors, je vous remercie de votre question et ça me permet, si vous voulez, d'expliquer aussi que l'Europe, et vous avez raison d'évoquer l'Europe, parce que la France a été un pays colonial pour l'Afrique, mais d'autres pays européens ont été aussi des pays colonisateurs marqués par des traditions, des éléments coloniaux. Je pense à l'Italie, je pense à l'Allemagne, particulièrement aussi pour l'Afrique centrale, ce qu'on appelle l'Afrique centrale et tout. Donc je pense qu'il est important puis en Bretagne, etc. Bon, il est important, si vous voulez, d'abord en ce qui concerne, si vous voulez, la tradition française, d'indiquer que nous continuons, hélas, dans certains domaines, toujours à avoir, disons, un regard lié un peu à la période coloniale, lié un peu à ces traditions. C'est pas quelque chose qui disparaît en quelque sorte du jour au lendemain. Et dans ce qui concerne la géopolitique de l'Afrique, qui est un élément essentiel pour comprendre le continent, parce que je me souviens que dans de vieilles traditions, moi je refusais toujours d'enseigner ainsi, on disait, bon bah tu vas enseigner l'Afrique occidentale et puis tu vas enseigner l'Afrique équatoriale. On reprenait le vocabulaire, si vous voulez, de la période coloniale et on disait, attention, on enseigne seulement telle ou telle partie de l'Afrique à travers tel regard, en oubliant les mélanges qu'il y a aussi en Afrique entre les pays, les cultures, les traditions. Enfin, je n'ai pas besoin ici devant vous de faire comprendre aussi cette, comment dirais-je, ce pluriel. Hein. Et donc, c'est finalement, vous avez tout à fait raison, il faut arriver à avoir une approche, si vous voulez, il faut faire comprendre l'Afrique qui soit pas la façon, les grilles qu'on a encore dans la carte liées à la période coloniale. Il faut finalement les dépasser. En même temps, bien sûr, il y a des identités qui sont indéniables et qu'il faut finalement, donc il faut tenir compte. Alors, pour revenir particulièrement au Congo, c'est vrai que, disons, du côté européen, je dirais, et du côté français, on a la plupart du temps une image, comment dirais-je, reçue de ce passé colonial. Alors, le Congo, d'abord les Français parlons éventuellement du Congo de tradition française et finalement auront peu de compréhension pour le Congo dit belge. En ce qui concerne justement je ne sais pas si je peux dire le vrai Congo, en ce qui concerne le Congo de cette tradition, finalement la méconnaissance est absolument totale. Surtout, on ne connaît pas en France véritablement la complexité, je dirais, du monde
complexité à la fois des traditions linguistiques, culturelles, etc., la complexité politique, et on a, alors ça donne, parce qu'il y a une méconnaissance de cette complexité, ça donne toujours la réaction à Roland raciste. Ah oui, mais c'est ces gens-là de ce pays qui se battent toujours, etc. Ah oui, mais ils ne sont jamais d'accord, mais c'est clair, c'est les Congolais, etc. Avec, si vous voulez, ce rejet, ce refus, et qui fait que, en définitive, ça revient, si vous voulez, à la fois au racisme classique et aussi, finalement, à la conception néocolonialiste, parce que on n'arrive pas à véritablement comprendre et différencier et bien saisir, si vous voulez, les traditions, les intérêts, etc. Ensuite, je dirais, il y a toujours, mais ça relève de la même démarche colonialiste, néocolonialiste, il y a toujours, excusez-moi si je dis cela, parce que je sais qu'il y a des gens sérieux qui veulent le bien des Africains, mais il y a toujours cette démarche un peu, j'allais dire, entre guillemets, de pitié. Oui, au fond, il faut surtout les aider, regarder comment ils se battent, etc. Tout ça. Que ça parte de sentiments réels en disant qu'il faut absolument éviter toute guerre et tout conflit, on est bien d'accord. Mais en même temps, c'est aussi négliger, je dirais, le souci d'identité des peuples africains, et en même temps de ce pourquoi ils se battent. Et en même temps, à l'intérieur de ce pays très complexe, finalement, c'est pas non plus la réponse. Qu'on ait une politique, si vous voulez, de coopération, une politique humanitaire, on est bien d'accord, ça, il faut. Mais humanitaire ne voulant pas dire, attention, au fond, vous êtes malgré tout des peuples un peu, il vous manque un peu d'éléments d'humanité, etc. Donc on va vous apporter l'humanité. Ça revient à du néocolonialisme. Même si nous sommes bien d'accord, c'est pas forcément la démarche classique du néocolonialisme. Et c'est vrai que c'est ça. Et en même temps, il faut aussi, bien entendu, dès lors qu'on parle du Congo, bien montrer aussi les intérêts purement, j'allais dire, économiques, politiques, militaires et de toutes sortes, que à la fois la Belgique, mais aussi d'autres pays européens peuvent avoir par rapport à ce territoire, à cet État. Merci. D'autres interventions? Merci pour cette intervention, du moins ces éclairages que vous donnez sur cette période de la résistance des Français et essayer de montrer quelle influence cette résistance ou cette conception de la résistance a eu déjà à l'époque vis-à-vis de la résistance des pères des indépendances, parce que pas apparemment, mais on se rend compte de l'influence, je dirais, de ceux qui ont été se battre en France pour la libération de la France, et sous cette inspiration ont été les moteurs pour la libération de l'Afrique. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression, en même temps c'est une question et en même temps je vais avoir votre avis là-dessus, que quand nous parlons de résistance pour le cas de nos pays, pour le cas du Congo, on a à résister vis-à-vis de deux adversaires. Ce qui forcément n'était pas le cas de la France à l'époque où l'adversaire était connu, identifié, c'était l'Allemagne nazie qui avait occupé la France. Mais là, en même temps, on a cette volonté qu'a, nous ne cachons pas, l'Occident au travers de certains pays à vouloir contrôler ou déstabiliser certains pays en Afrique. Je parle du cas du Congo. Et en même temps, on résiste vis-à-vis de ceux qui sont utilisés comme étant des marionnettes au pouvoir au Congo. Et en même temps, les véritables donneurs d'ordre se retrouvent ailleurs. Donc, on se retrouve dans une situation où la résistance, si elle doit être, elle est une résistance, je dirais, à double étang. Un, vis-à-vis de ceux qu'on peut considérer comme collaborateurs, en tout cas dans le cas qui nous concerne, et en même temps, la résistance vis-à-vis de ceux qui, vis-à-vis de nous, ont un double langage, dans le sens où, d'un côté, ils disent que voilà, ils ne sont pas là pour empêcher le développement
d'avancer, mais en même temps, ils sont là pour soutenir et mener des actions qui amènent cette déstabilisation. Donc on se retrouve un peu dans une situation plus ou moins biaisée, compliquée vis-à-vis de toute action de résistance que nous devons mener dans le pays, avec deux adversaires plus ou moins. Le premier qui est des nôtres et le second qui est de l'étranger. Voilà à peu près la remarque, un éclairage que je voulais avoir. Alors, vous soulevez là justement tout le problème à la fois de la mémoire de la résistance et de ce que signifie cette résistance par rapport à la résistance d'aujourd'hui. En France, on a longtemps oublié, et c'est quelque chose qui ne s'est manifesté que dans les années 60, à peu près, 60-70, on a longtemps oublié qu'il y avait, dans la Deuxième Guerre mondiale, une résistance intérieure allemande. Et qu'ils n'étaient pas très nombreux, bien sûr, mais elle existait, et ces résistants se sont battus, en fait, pour la libération à la fois de la France et aussi, bien entendu, de leur pays. Et il y avait toujours, malgré tout, après la Deuxième Guerre mondiale, un oubli large de cette résistance allemande, autrichienne. Et quand on en parlait, on disait oui, bon, c'était quelques individus et tout, mais on n'a pas véritablement pris conscience de leur réalité. Je voudrais citer deux personnages qui sont certainement aussi connus de vous sur le plan à la fois de leurs activités ultérieures. Ce sont deux hommes d'origine allemande qui sont nés en Allemagne et qui ont constitué des familles franco-allemandes et qui se sont battus les armes à la main contre les Allemands, contre l'occupation allemande en France. C'était Alfred Grosser, ce professeur de sciences politiques en France, qui a fait beaucoup de travaux sur la relation franco-allemande et sur ce rapport un peu tendu. Et puis un autre qui est certainement plus connu également, parce que lui, il est devenu un personnage international, qui s'appelle Stéphane Hessel. Et vous savez, Stéphane Hessel a été à la fois un résistant en France, mais d'origine allemande, et contre son pays d'origine en quelque sorte. Et plus tard, ensuite, il a été finalement, après la Deuxième Guerre mondiale, un diplomate français qui a travaillé un peu dans tous les pays, et il a été particote Audibert. Et finalement, celui qui, sur ses vieux jours, devient un personnage un peu emblématique, en quelque sorte, du multiculturalisme, d'une certaine façon, de la double culture, eh bien, je crois pouvoir vous dire, pour l'avoir bien connu, que c'est son temps en Afrique qui lui a permis véritablement de comprendre le va-et-vient des cultures. Pardon ? Juste, je pense par rapport à la deuxième partie là, de ta question concernant le Congo, c'est ça ? Ah oui. Oui, bah écoutez, moi ce que je vois, c'est-à-dire, vous pouvez me répéter encore la question, c'était par rapport à la situation d'aujourd'hui, c'est ça ? Oui, par rapport à la situation d'aujourd'hui, parce que finalement, on se retrouve avec, je dirais, s'il faut parler de résistance, deux ennemis, si je peux utiliser un terme beaucoup plus, je dirais, violent, dans le sens où il y a l'ennemi de l'intérieur et l'ennemi de l'extérieur. L'extérieur, on parle multinational, on parle de ces pays qui, de par leur action, soutiennent des pays, des régimes qui ont tendance à maintenir le Congo dans un état qu'on connaît aujourd'hui. Et quand on parle de néocolonialisme, justement, c'est cette résistance que le Congolais, disons, cherche à avoir à l'égard de ce type d'occupation. Et il y a ce que j'ai appelé collaborateurs, au même titre de ceux qui avaient accepté à l'époque, vous avez parlé du gouvernement de Vichy, qui avait accepté l'état de fait et l'occupation allemande. Il y a aussi cette résistance des Congolais vis-à-vis de ceux qui, aujourd'hui,
soutiennent un régime qui est omis de tous. Et pour compléter la question de Jean-Pierre, professeur, quels conseils vous pourriez donner aux Congolais que nous sommes? Parce que ici vous avez l'Isanga, des membres de l'Isanga, des sympathisants de l'Isanga, vous avez des combattants qui sont ici dans la salle et qui posent des actes de pression contre le pouvoir en place. Alors, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux Congolais qui sont là et qui se battent vraiment pour que les choses changent en République démocratique du Congo, à savoir notamment, est-ce que la résistance que nous autres, nous sommes en train d'accomplir ou d'exercer, peut-on la comparer avec cette résistance-là, justement, qu'il y avait durant la Deuxième Guerre mondiale? Et est-ce que nous autres, à cette époque, en 2014, pardon, nous ne devrions pas aussi tenir compte de certains aspects géopolitiques qui n'étaient pas les mêmes à l'époque, comparativement à ce que nous vivons aujourd'hui? Alors, merci, parce que là, je pense pouvoir répondre non pas plus facilement, mais en même temps en ayant en mémoire un peu ce que ça signifiait, la résistance dans ce rapport franco-allemand. C'est vrai que, si vous voulez, cette résistance dans le rapport franco-allemand, elle s'est conçue du côté français comme un rejet sans réserve de l'occupation allemande. Et donc, en réaction et contre la collaboration du régime de Vichy et du maréchal Pétain. Bon, ça c'est le premier point. Deuxièmement, elle s'est conçue en disant, mais attention, il y a chez ces Allemands que nous combattons des gens qui peuvent tout à fait être sur nos positions, être des gens que nous pouvons convaincre et gagner à notre combat. Et je dirais maintenant, pour faire le grand bond en avant, je crois qu'il est important de considérer que, si vous voulez, un ensemble, un peuple, voilà, pour utiliser le terme plus génératif, est très divers dans ses traditions, dans ses cultures, etc. Ce qu'il faut combattre, et là je peux imaginer que, disons, le combat contre le président actuel du Congo a tout à fait son sens, compte tenu aussi à la fois des origines, et en même temps, je veux dire, de l'histoire personnelle aussi du personnage, et du rôle qu'il a pu jouer par rapport finalement à la puissance coloniale également, hein, et qui finalement ne doit pas être oublié, parce que c'est vrai que dans les traditions de l'Afrique devenue indépendante et comment dirais-je, de tout ce qu'elle a représenté, les pouvoirs coloniaux ont continué et continuent encore finalement à essayer de dominer, de dire oui, mais vous êtes indépendant, mais finalement pas vraiment, etc. etc. Donc je crois que ça c'est un élément important pour comprendre que la résistance doit finalement continuer contre ceux qui, d'une façon ou d'une autre, continuent le pouvoir colonial. Maintenant, en ce qui concerne finalement votre pays particulièrement, je pense que il est, si je me trompe, vous me le corrigez, il est pluriel, il est multiple. Enfin, il a plus exactement une dimension plurielle. Et ce qu'il faut avant tout, c'est que ce pluriel soit respecté et en même temps soit incité à remettre en cause ceux qui le refusent ou qui le rejettent, soit sous la forme d'un État dictatorial, soit sous la forme de toute une politique
large, au sens large du terme, disant qu'il y a finalement une seule identité, point la ligne, vous n'êtes pas d'accord, vous foutez le camp et ou vous met en prison, ou etc. On est bien d'accord. Donc, moi je crois qu'il faut finalement, par rapport à votre pays, à la fois, bien sûr, affirmer, premièrement, son rejet de toute compréhension, de tout accord néocolonial sous quelque forme qu'il se soit. Hein, parce que, finalement, ça sera la victoire à long terme des néocolonialistes. On parle beaucoup des néocolonialistes français, mais ils existent aussi, comme vous le savez, en Belgique. Et deuxièmement, je crois qu'il faut à la fois aussi se dire qu'une opposition, une contestation, et en même temps, si vous voulez, une résistance, ne peut être que plurielle. C'est-à-dire que, pour vous donner l'exemple français, il a fallu quand même rassembler dans la résistance, pour qu'elle soit efficace, des éléments de tradition gaulliste et des éléments communistes. C'était deux mondes mais complètement différents. Ce qui les a unis, c'est l'idée, je le répète encore une fois, de la République et de la nation, les deux choses étant toujours étroitement liées. Et c'est là-dessus que le combat a pu être mené contre l'occupant allemand. Alors, la France, c'est pas le Congo, on est bien d'accord, les situations sont très différentes, mais je pense que le terme de résistance, par rapport à vous, doit être conçu dans un terme pluriel, c'est-à-dire que, à la fois pluriel au sens finalement des variétés ethniques qui composent votre pays, et quand je dis cela, je le dis comme un géographe ou comme un spécialiste en quelque sorte des populations diverses qui constituent finalement le pays, et en même temps à la fois comme le dépassement aussi quelquefois de cet enfermement dans des traditions ethno-culturelles, si je puis dire. Ah bah oui, mais moi j'appartiens à tel groupe, et toi t'es pas, etc. C'est donc c'est ça qu'il faut aussi dépasser. Si on veut constituer véritablement une résistance, il faut qu'elle soit plurielle. Merci beaucoup. Je pense que cet élément-là est tout à fait à propos du sujet de la vie du Congo, particulièrement justement dans la résistance, parce que ce qui nous divise souvent, ce sont les tiraillements ou le fanatisme d'un côté ou de l'autre. Et je crois que si on veut avoir une vraie résistance, il faut effectivement savoir fédérer, savoir être un dans la diversité, comme j'aime souvent à le dire. Mais voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais encore vous donner la parole à d'autres. Je voulais simplement dire que mon ami Clément Mutombo est un collègue congolais qui a travaillé un peu sur tout ce qui est l'histoire germano-congolaise, à la fois du colonialisme et d'aujourd'hui. Et le sous-titre de son livre s'appelle « La genèse des États pluriels congolais ». Alors, ça fait beaucoup de discussions. En même temps, il s'est expliqué, etc. Et je crois que si, moi, c'est mon point de vue, si on doit parler du Congo, il faut parler pas forcément des Congos au sens d'États totalement indépendants et sans lien les uns avec les autres, mais il faut parler de la diversité de cet État, dans sa constitution, dans sa réalité, sans évidemment oublier peut-être un autre Congo, mais là c'est une autre discussion. Tout à fait, l'histoire du Congo, c'est une large, voilà. Je vais dire, c'est un large domaine, il y a beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, on a présenté ce livre à la sortie officielle de l'ISANA, donc il est en vente, effectivement. Voilà, donc Clément Mutombo, Histoire germano-congolaise, la jeunesse des États congolais. Et ici à l'ISANA, vous pouvez donc l'acheter
acheter sans problème. Mais continuons, je pense qu'il y a peut-être encore des interventions. Quelqu'un veut-il dire encore quelque chose? Je suis un peu perdu parce que toutes les questions ont été posées. Je vais essayer de trouver quelque chose. Oui, Je suis un peu perdu. Il n'y a pas de souci. oui, je disais, du fait que les commanditaires sont bien conscients de la frustration qu'ils provoquent au sein des populations, et aussi du fait que cette approche qui va à l'encontre des valeurs, parce qu'on arrive à douter de la bonne foi des valeurs qu'on nous enseigne, de ces valeurs qu'on nous propose. Est-ce que la liberté en soi ne serait bon que par rapport aux intérêts de ceux qui ont le pouvoir, ou la liberté serait aussi une chose qui serait accessible à tout un chacun? Je suis dans cette dualité-là. Alors, je crois qu'il est important, si vous voulez, pour cette question de la liberté, d'avoir une réflexion aussi, j'allais dire, politico-historique. Parce que c'est vrai que dès lors qu'on met en question la notion de liberté, on risque finalement de retomber dans des périodes finalement qu'on a pu connaître, ou dans d'autres pays, et je parle de l'Europe là. On a dit oui, mais au fond, la liberté c'est un valeur liée au capitalisme. En définitive, c'est une valeur qui n'a pas de sens. Il vaut mieux un État fort, autoritaire, qui décide en quelque sorte de l'orientation de ce que doivent penser, agir les citoyens. Et nous avons vu, vous savez, dans l'histoire européenne, un peu, disons, une tradition qui faisait qu'au nom de la liberté, au nom de, on dirait, de l'efficacité du pays, au nom de son identité, à la fois de pays porteur d'un avenir qu'on espérait meilleur, on a justifié, si vous voulez, des formes de dictature et tout. Et c'est vrai que pour moi, la liberté reste un élément fondamental, finalement, pour notre action, notre réflexion et notre action politique. Alors, par contre, la liberté doit être encadrée. Et quand je dis cela, je pense que tout simplement que l'État se doit de donner aux citoyens un certain nombre disons, de cadres dans lesquels les citoyens doivent agir, les citoyens doivent être formés, parce que sinon, c'est vrai, s'il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de liberté. Et donc, par conséquent, je dirais qu'il faut une nouvelle réflexion sur la liberté, sur les libertés au pluriel. Et pour revenir maintenant à l'Afrique, c'est vrai que malheureusement, je quitte le Congo un peu, mais ce n'est pas simplement pour. J'entends quelquefois pas mal de chefs d'État africains parler de liberté, et on doit dire que la réalité de leur propre pays laisse douter de la réalité de la liberté dans ces pays. Mais je voulais juste ajouter une chose pour éclaircir un peu ce propos que j'ai tenu, simplement parce que j'ai constaté, dans ma modeste fouille de ma vie depuis toujours, que on a comme l'impression, ça, au-delà des frontières, on a comme l'impression aujourd'hui que l'intérêt
est que dans ces postes sensibles, ce n'est plus de gens méritants, mais plutôt de gens qui nous oppressent tous. Ça a tout déchiré, et sur tous les continents. Et sur cette frustration, ce mal-être qui arrive à en prendre, les mauvaises consciences souvent sautent sur l'occasion pour se faire devenir. Ce qui, évidemment, vient à remettre en cause pas mal de choses, donc il faut avoir une certaine lucidité. Et nous autres, moi je pense simplement mon cas, parce que mon combat se situe dans la subtilité et dans les métaphores. Et par là, je me dis, peut-être que les gens vont essayer quand même de tirer quelque chose de ce que je dis. Je le dis en donnant l'impression que je m'amuse, et cela que je suis plus percutant. Parce qu'on ne sait pas comment, on sait pas comment défaire ce que nous parvenons à supporter. Je vais encore plus loin. Aujourd'hui, quand je vois, ça me fait toujours, non, je ne dirais pas que ça me fait rire, ça me fait toujours mal quand je vois des gens qui rejettent les autres alors qu'ils savent très bien qu'en eux, ils apportent quelque chose de plus à l'humanité. Et ça, je ne comprends pas. Donc je me dis, le combat se situe aussi là. Donc c'est pas le combat seulement de l'homme noir ou l'homme blanc, mais nous voulons que les valeurs soient là, et que les valeurs soient aussi portées par ceux en qui nous avons confiance. Alors, je crois que c'est une question... C'est le combat. Mais est-ce que nous, on ne sait vraiment pas trop si il y a vraiment l'influence sur la stratégie que nous utilisons. Il y a vraiment l'influence là à notre pays d'origine. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous voulez nous conseiller pour que nous puissions faire réussir notre combat? Parce qu'il y a des gens qui nous disent que c'est bien, vous combattez, vous êtes loin. Nous leur répondons toujours. La politique que mène les pays, ça ne nous permet pas à venir combattre sur place. Parce que nous n'aurons pas accès aux médias. Donc pour nous, en France, nous faisons quand même notre combat librement. Et nous souhaitons que nos messages puissent passer. Mais je sais qu'il y a des gens qui nous critiquent. C'est ça que les gens là qui nous critiquent, on sait qu'ils sont des gens de rive, ils ne sont pas des géostratèges comme vous. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez nous conseiller pour que notre combat puisse vraiment avoir l'ampleur? Ici, on sait, ça fait quand même du bruit, mais au niveau de notre pays. Alors, je crois que ce qu'il faut toujours dire, et ça vaut pour votre combat, ça vaut pour les groupes, disons, qui sont à l'étranger, et de toute, comment dirais-je, toute origine et de toute tradition. Il faut finalement sensibiliser, c'est beaucoup dire, il faut véritablement mener une politique permanente d'information et de, comment dirais-je, de diffusion de l'information vers votre pays d'origine, vers votre continent d'origine. Et quand je dis cela, je pense, je reviens si vous voulez à la résistance et à la période de la Deuxième Guerre mondiale et surtout finalement à la période franco-allemande, enfin de cette période-là. C'est parce que ceux des Allemands qui n'étaient pas nazis et qui ne voulaient en aucune façon appartenir, si vous voulez, à cette tradition, vivaient à l'étranger et avaient des journaux, des moyens de publication, des radios, et qui pouvaient faire entendre finalement leurs différences et aussi leur position par rapport disons, au peuple dont ils étaient originaires, qui, soit évidemment à travers le régime nazi, étaient contrôlés et ne recevaient que les informations que voulait bien donner le régime,
Mais en même temps, ils avaient la possibilité d'écouter d'autres émissions de radio, de recevoir de parents qui étaient aux États-Unis, en Grande-Bretagne, d'autres informations. Donc je crois que, en résumé, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut une politique d'information et, si vous voulez, d'information systématique sur vos engagements et votre position à l'étranger, entre guillemets, c'est-à-dire là où vous vivez. Je pense que même si les citoyens de votre pays n'ont pas forcément la possibilité de vivre une démocratie et une ouverture d'esprit, etc., il faut à tout prix les informer. Il faut qu'ils puissent prendre conscience qu'il y a autre chose que ce que le gouvernement du pays dit, prétend, etc. Et là, c'est tout un travail en quelque sorte d'information systématique qu'il faut faire. Et je pense que vous avez la possibilité toujours d'informer vos compatriotes et de dire voilà, nous sommes un groupe, nous voulons ceci, et il faut systématiquement qu'ils soient informés. Ça, on peut nous excuser par rapport au train. Nous sommes venus plus tard. Et ma question, j'ai deux questions à vous poser. La première, se passe par rapport à l'intervention qu'a eu M. François Tiffany, qui est président de la formation de la Grande Orient. François Tiffany. François Tiffany. Tiffany, d'accord. Qui est le président de. Il y a sur le magazine Les Points. Oui. En fait, il y a un journaliste qui lui avait posé la question par rapport au Valais républicain. Juste par ce qu'on a tout le conforme. Le Valais républicain que la France défend souvent et l'influence et aussi l'influence qu'a la franc-maçonnerie en France. Et plus loin, le journaliste va lui dire si la franc-maçonnerie défend avec autant de véhémence la démocratie et le Valais républicain, pourquoi est-ce que la franc-maçonnerie soutiendrait les dictateurs africains? Et François Tiffany, qui a de l'influence dans la politique française, il ne sait pas s'il a eu cette manque de lucidité de pouvoir répondre. Il va répondre, il va dire que si ces présidents sont dociles à nos dogmes, nous ne voyons pas pourquoi nous allons nous apprendre à il a eu toutes ces clarités de dire que nous, voilà, la franc-maçonnerie peut toujours soutenir les dictateurs au cas où ils sont en train de fléchir. Et la deuxième serait par rapport à ce serait par rapport à la politique française actuelle. Nous avons vu des ans passés, lors de. Par rapport à la France, à l'époque des Sarkozy, lors des réformes, des retraites, qui a eu toute la France qui était contre la réforme des retraites à 65 ans ou 67 ans, si je me souviens bien. 67 ans, ouais. 67 ans. Et cette année aussi, avec François Hollande, nous avons vu les réformes sur le mariage de personnes du même sexe a été vraiment, refusée par la population française, mais l'Assemblée française l'a adopté quand même, qu'en soit le pleur de la population française. Et ceci, je me demande aujourd'hui si Platon, avec le philosophe Platon, n'avait pas raison de faire ces similitudes entre la démocratie et la démagogie. Et Aristote aussi qui a ajouté dans cet aspect en disant que la République, c'est une dictature. Avec ces deux approches et la politique d'aujourd'hui, ma question serait peut-être que est-ce que la démocratie en soi n'est pas une dictature? Merci.
Bien. Alors, première question sur la franc-maçonnerie et l'Afrique. Vous avez soulevé justement un sujet finalement qui est encore une fois très actuel et qui fait que vous avez dans la franc-maçonnerie française à la fois des éléments qui ont toujours été favorables en ce qui concerne les relations franco-africaines à la tradition colonialiste. Je rappellerai qu'un homme politique important de l'époque socialiste qui est mort maintenant, un ancien sénateur, qui s'appelait Guy Pen, était un des grands francs-maçons français et était en même temps très lié à tout ce qui était l'Afrique, mais l'Afrique évidemment dans la perspective coloniale. Même si il ne reprenait pas le discours colonialiste traditionnel et ancien, et s'il avait une approche ouverte, mais il a aussi contribué à ce qu'un certain nombre de chefs d'État africains deviennent membres de la franc-maçonnerie. Et donc il a joué aussi un rôle dans ce sens. Bon, c'est simplement pour vous dire ça. Et alors, c'est vrai que pour certains de ces chefs d'État africains devenus francs-maçons, ça a été la confirmation de leur pouvoir et le fait que, en même temps, bah oui, je suis membre d'une loge et mes frères vont toujours me soutenir, quoi que je fasse. Donc il y a ça aussi qui, effectivement, a pu jouer. Je signalerai en même temps que dans l'univers maçonnique, il y a eu aussi des éléments révolutionnaires, anti-pouvoir. Alors ils étaient minoritaires, mais c'était précisément au nom des valeurs maçonniques qu'ils se sont engagés contre le pouvoir. Donc réduire, si vous voulez, le pouvoir actuel de certains dirigeants africains uniquement à la maçonnerie parce que les loges les ont soutenus serait une vision partielle, parce qu'il y a eu aussi chez les anticolonialistes des francs-maçons et qui se sont battus aussi pour d'autres valeurs que les valeurs coloniales. Donc là, vous avez raison pour certains, mais je dirais c'est encore plus complexe en ce qui concerne d'autres. Disons, certains que j'ai cités tout à l'heure, des hommes que j'ai cités, ont été marqués aussi par la franc-maçonnerie, mais ils étaient pour une autre forme de rapport avec l'Afrique et pour la décolonisation. J'ai parlé de Jean-Pierre Cotte, de Jean Guibert, etc. Alors, autre question, les valeurs finalement par rapport aux politiques qui sont menées sur la réforme des retraites, sur le mariage du même sexe et sur le fait que voilà, la démocratie qui serait une dictature et alors il est vrai qu'il faut bien comprendre qu'un des dangers non pas de la démocratie, mais pour la démocratie, contre la démocratie, c'est la démagogie. Et c'est le fait de la démagogie ou ce qu'on appelle le populisme. C'est-à-dire de dire, bah, écoutez, le peuple, il veut ça. Ou les valeurs que nous avons, finalement, il faut les mettre en avant, etc. C'est, vous savez, cette position, surtout de l'extrême droite, qui fait que certains, parfois, à l'extrême gauche, ont aussi tendance à avoir une démarche parallèle, qui consiste à dire le peuple veut ça.
terminé. Oui, mais qui permet de parler au nom du peuple? C'est une question tout à fait légitime, premièrement. Et deuxièmement, en même temps, je crois qu'il y a finalement dans le fonctionnement politique la question de la formation politique, la question du mode de fonctionnement du système politique. Pour ma part, je ne pense pas que la démocratie soit véritablement un danger pour le peuple, soit un danger pour l'expression populaire ou pour la vie politique. Au contraire, la démocratie conçue comme écoute, premièrement, des citoyens. Deuxièmement, possibilité d'expression de toutes les sensibilités. Troisièmement, participation des citoyens à la vie du pays. C'est ça qui est fondamental. Dès lors que nous aurons des pouvoirs qui diront allez, terminer la démocratie, on en a marre, etc., nous risquons en définitive de tomber carrément dans des régimes de dictature et de pouvoir autoritaire avec tout ce que nous faisons, tout ce que nous connaissons en quelque sorte dans l'histoire de ces régimes non démocratiques. Prenez par exemple, et j'en parlais tout à l'heure, une certaine période de l'histoire européenne où dans certains pays de l'Est, surtout sur toute l'Europe, on disait de toute façon, le peuple, nous savons ce que c'est et nous déterminons l'orientation du peuple. Nous sommes là pour parler du peuple. Alors c'était un parti unique qui disait voilà, finalement c'est ce que le peuple veut, c'est ce que le peuple sait, etc. Et on sait où ça a mené. Et en même temps, on connaissait les limites en quelque sorte finalement de cette conception de la politique. Alors, je crois qu'il faut à la fois retenir, si vous voulez, la pluralité de la démocratie, c'est quelque chose de fondamental. En même temps, il faut se dire que toutes les opinions ne sont pas forcément les meilleures et ne sont pas forcément celles qui doivent s'articuler. Je veux dire que lorsque moi j'entends des propos racistes tenus par d'autres, j'ai plutôt l'intention, j'ai plutôt la volonté de dire stop, et on interdit l'expression de ces propos racistes. Parce que le racisme, c'est pas du tout la démocratie. Le racisme, c'est une vieille idéologie qui existe finalement dans l'histoire des pays, du monde entier d'ailleurs, pas seulement de l'Europe, enfin, qui est aussi finalement très largement développée, bien sûr, en Europe et dans les pays anciennement coloniaux. Et donc là, pas de complaisance vis-à-vis du racisme. Et je dirais aussi également par rapport à la politique intérieure, ceux qui, alors racisme et ceux qui en même temps disent ouais, la démocratie, on en a marre et qu'il faut s'en débarrasser, pour moi la liberté ça reste quand même une valeur essentielle. Et il faut en même temps qu'il n'y ait pas en quelque sorte de liberté pour les ennemis de la liberté. On va encore prendre justement voilà, oui, deux questions. Signy et puis son question. Je dirais que le monde entier reste silence, sauté en tête par rapport à ce qui se passe au monde. Comment c'est du quoi? Parce qu'on va dire le monde entier se sert quand même pas. Et quand on voit nos voisins, par exemple, que ce soit la Palestine, l'Égypte, la Tunisie, tout ça, directement les médias mettent ça en avant. Mais au Congo, on s'attend qu'il y a des amis au Congo, il y a tous ces multinationales qui se servent au Congo, mais ils restent muets par rapport à ce qui se passe au peuple congolais. Non pas par rapport aux matières premières, mais par rapport au peuple, pourquoi ils sont par rapport. Selon vous,
Alors, je vous répondrai en vous disant que finalement, c'est lié d'abord à une totale méconnaissance de l'Afrique et des zones dites sensibles. Regardez, ça ne peut pas changer de sujet, mais regardez un petit peu à côté de votre pays, faire connaître la Centrafrique et tout ce qui s'y passe, c'est finalement les élites politiques, les journalistes, etc., ne font pas vraiment leur travail. Enfin, ils font leur travail, mais pour faire saisir un petit peu la réalité aussi de ce pays. Donc, je veux dire, ce que je voulais dire par là, c'est que la complexité du Congo n'est pas suffisamment mise en avant. Et alors pourquoi? Parce que, et là vous avez raison de toujours y revenir, c'est parce que c'est lié aussi à la vieille tradition coloniale européenne. Et pour les Français, ce que je peux vous dire, et c'est ce que j'ai vu un peu dans les discussions et tout, ben oui, mais c'était une colonie belge, le Congo. Nous, les Français, on n'est pas concernés. Bon, et c'est un petit peu aussi, si vous voulez, la réalité aussi d'autres pays du monde entier, qui consiste à dire, oui, mais de toute façon, ce pays, il est fait de gens pas sérieux. Ah oui, mais ces Congolais, c'est toujours des gens d'une autre zone, d'un autre angle, c'est pas des gens comme nous. Et le vieux fond raciste, si vous voulez, ressurgit dès lors qu'on va parler du Congo. Et ce vieux fond raciste, il a été surtout propagé, disons, au niveau belge, pas seulement. Enfin, ça a joué aussi un rôle. Alors, le fait qu'on ne connaisse pas véritablement la réalité et aussi la complexité, si vous me permettez, j'utiliserai aussi ce terme, fait que finalement le pouvoir politique au Congo, à Kinshasa, dit allez, tout va très bien, Madame la Marquise, pas de problème, etc. Ah oui, il y a des gens qui sont contre, bon, de toute façon, c'est pas très sérieux. Nous, pouvoir congolais, nous savons ce qu'il faut et nous le disons, etc. Enfin, bon, avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire négliger la variété, toute la dimension à la fois de tout ce qui est le Congo pluriel, je l'ai dit. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal connu en France et qui fait que c'est lié, vous avez tout à fait raison, à la politique aussi des grandes puissances, aussi à l'état d'esprit. Oui, est-ce que c'est toujours les mêmes? C'est toujours, ah oui, il y a un chef d'État, mais il y a ça, etc. Donc on n'est pas en mesure de penser le Congo pluriel et d'imaginer sa variété. C'est ça qui est, au fond, un gros problème. Avant, justement, de donner la parole, moi je vais aller plus loin, ça parce qu'il est gentil, il n'a pas voulu aller trop loin. Moi je vais aller plus loin en disant, est-ce que ce silence médiatique et ce silence politique sur le Congo, on a revu le revirement de Hollande. Hollande en 2012, c'est pas le Hollande de 2014. Donc est-ce que ce revirement politique et surtout ce silence médiatique, parce que, d'accord, peut-être que les gens sont pas au courant, je veux bien, mais est-ce qu'au contraire, il n'y aurait pas quand même quelque part une intention intentionnelle de vouloir taire tout ce qui se passe au Congo? Alors, je répondrai tout de suite et ensuite à votre remarque. Je dirais, je ne pense pas que ce soit une volonté de vouloir taire. C'est plutôt une attitude, j'allais dire, à la limite raciste, qui consiste à dire, ah oui, mais dans ce pays, de toute façon, il n'y a que des histoires, il n'y a que des gens qui ont des histoires, c'est con. Laissons-les, les Congolais, de toute façon, c'est des Africains de seconde zone. J'ai entendu des responsables politiques français des diplomates français, avec des diplomates africains
Oui, bah, de toute façon, alors même un diplomate de Côte d'Ivoire disant oui, mais c'est pas l'Afrique ça. On n'est pas des Africains. J'ai entendu cela, je n'invente pas. Donc, il y a ça aussi qui joue et qui fait que, en définitive, on refuse de connaître la réalité du pays, la diversité, parce que on résume le Congo à uniquement une espèce de cas dans lequel les gens se battent, n'ont pas les mêmes, et sont au fond des personnages d'orientation secondaire. Je vais enfin donner la parole là. Voilà, j'ai relevé deux thèmes très forts dans ce qui a été exposé, c'est la géopolitique et la résistance. Alors, il y a constaté que, il semblerait, là-dessus, que la pauvreté des pays du tiers-monde conditionne la richesse des pays dits dominants, des pays riches. Et quand on voit les indicateurs économiques, les variables budgétaires, c'est vraiment une constatation indéniable. Et la géopolitique, me semble-t-il, est ne serait-ce qu'une forme, une fonction de conserver cette domination. C'est-à-dire, par rapport aux pays pauvres, que ces pays soient toujours pauvres, que les autres soient toujours riches. Alors, dans un tel cas, comment peut-on organiser la résistance par rapport à ces pays riches? Donc, comment peut-on organiser la résistance par rapport à la France, aux États-Unis? Parce que le problème se situe dans ce cadre-là. Donc, la pauvreté conditionne la richesse, la géopolitique veut garantir cette richesse, alors comment résister? Juste, excusez, parce que vu le timing tel qu'on l'a par rapport à la soirée, on risque non seulement de déborder, mais il fallait, on avait prévu une intervention. Bon, on va y passer tout de suite. Oui, oui. Mais c'était juste pour dire que la plupart des questions qui sont posées, là, on a déjà trouvé des réponses, et je rebondissais par rapport à une question qui venait d'être posée, une suggestion, en disant que le professeur venait de parler, dans une des réponses qu'il donnait, de l'information. C'est-à-dire l'information à destination de nos populations, à destination de ces pays d'origine. Dans cette information-là, c'est un des exemples, nous sommes en train de nous informer, et en même temps à destination des autres. Comme on dit, en paraphrasant une parole biblique, quand on dit « mon peuple périt faute de connaissance », quand on ne connaît pas réellement sa véritable situation, et quels sont les problèmes ou les origines de nos problèmes, c'est vrai, on prend des fois des décisions ou des chemins qui ne sont pas bons. Et c'est du devoir, justement, de ceux de la diaspora ou de ceux qui mènent ce combat-là contre le premier ennemi, justement, du Congolais, qui est la méconnaissance réelle des véritables enjeux qui le maintiennent dans cette situation. D'où l'information dont on avait parlé. Je voulais juste, permettant attirer l'attention sur le timing. Justement, c'est ce que j'allais dire. On arrive à la fin. La question posée, résumer un peu, il y a deux questions qui ont quelque part pas toujours trouvé de réponse. La première, bon, par rapport à ce que je viens de dire, c'est géopolitique, quelle stratégie ou cette résistance qui pourrait être face à ces pays riches, donc trouver des éléments, je veux dire, lutte. Et la deuxième, quand même, par rapport à ce qu'on disait, ça rejoint, c'est vrai qu'il y a donné une piste d'information. C'est vrai que l'information, elle a besoin d'être, elle est à double niveau, elle a besoin d'être vis-à-vis du Congo, vis-à-vis là-bas, du peuple congolais, si on reprend même l'expression peuple, et puis vis-à-vis, c'est vrai ici, l'Occident, etc. Mais quand même, il y a quand même, à mon avis, une volonté des médias de taire ce qui se passe. Ça, moi, je n'en dément pas, c'est ma conviction. Donc, par rapport à ça, et que ce n'est pas seulement uniquement un problème qu'ils ne sont pas informés. C'est vrai, tu as dit, il y a cet aspect du racisme, et il y a cet aspect condescendant, vraiment raciste, profond, vis-à-vis du Congolais. De toute façon, ce sont des gens chaotiques, qui ne savent pas s'organiser, qui ne savent rien faire, comme tu l'as dit d'ailleurs. Qui viennent même de l'Afrique, ce sont des Africains qui parlent comme ça. Donc c'est une réalité. Mais il y a quand même une volonté de taire, comme je dis, ce qui se passe au Congo. Et là, quand même, quelle stratégie? Qu'est-ce qu'on peut faire, j'allais dire, pour
faire en sorte que cette omerta, parce qu'il n'y a pas une omerta, soit levée. Voilà, donc pour un peu terminer, clôturer ce premier débat. Alors, je n'ai pas oublié la question qui était posée sur qu'est-ce qu'on peut faire à la fois dans ce rapport Europe-Afrique des puissants et des riches et des Africains qui, entre guillemets, sont les pauvres et finalement sont ceux qui sont en dehors. Alors, premièrement, je crois qu'il y a un travail qui commence légèrement à se faire, je vois en France, dans des publications, etc., à faire mieux connaître la richesse de l'Afrique, la richesse à la fois dans les domaines culturels, mais aussi économiques, et d'une certaine façon la variété du continent. C'est-à-dire que c'est pas l'Afrique, c'est pas le continent des pays sous-développés qu'on va aider. L'Afrique, c'est le continent qui finalement s'affirme de plus en plus aujourd'hui sur le plan international et qui a les moyens aussi de s'affirmer. Et qui a finalement, il faut casser l'image de ce pauvre continent finalement qui n'a pas d'avenir, enfin, n'a d'avenir que dans le soutien que lui apporterait l'Europe. Il faut absolument casser cette image parce qu'on le sait très bien que les Africains, ils ont de la richesse, ils ont aussi la possibilité, quand je dis de la richesse en général, s'il vous plaît, parce que je sais aussi la situation des individus, des choses, etc. Mais il faut véritablement casser cette image. Et c'est là que à nouveau se pose le problème de l'information, c'est-à-dire de montrer la richesse du continent. Ce n'est pas suffisamment expliqué dans les médias. Et alors, bien sûr, il y a les grands groupes européens, économiques, etc., qui profitent de cette richesse et qui en profitent sur le dos des Africains eux-mêmes. On est bien d'accord. Et là, c'est vrai qu'il y a un combat politique à mener précisément pour dénoncer et lutter contre cette exploitation par les pays européens de la richesse africaine. Et là, si vous voulez, ce qu'il faut malgré tout ne pas négliger, c'est avec toutes les limites que ça a, etc. et tout, parce que là, c'est des personnages politiques qui vont jouer un rôle, mais ne pas négliger à la fois les Nations Unies et la société civile. C'est-à-dire qu'au fond, finalement, d'une certaine façon, les Nations Unies, mais on est bien d'accord que ça ne peut pas, les Nations Unies sont aussi dominées par les pouvoirs politiques, etc. Malgré tout, je dirais, avec toute l'ambiguïté qui existe en ce qui concerne M. Kofi Annan, mais bon, le fait que il y ait un Africain qui, finalement, on l'entende, qu'on le sente, etc., et tout ça, c'est pas négligeable. Mais il ne faut pas que ce soit, en définitive, un alibi. On est bien d'accord. Alors, maintenant, pour reprendre En fait, l'omerta, par rapport à ce qui se passe au Congo, tu as donné un élément de réponse, enfin, à mon sens, la société civile. Je pense que c'est un contrepoids qui pourrait jouer un rôle important. Moi, je dis toujours dans le combat que si on arrive à gagner le peuple français, etc., à ce combat, je crois que ça permettrait de lever cette omerta. Alors, d'une part, la société civile, je suis bien d'accord avec ce que tu dis, le fait qu'il faut lui donner un cadre encore plus important, et notamment au niveau de tout ce qui est les actions d'association, enfin tout ce que certaines associations peuvent mener, de contact, d'échange, etc. Mais en même temps, je crois qu'il faut aussi
l'exemple, finalement, que je cite toujours, de cette université populaire africaine dont le siège est à Berlin, ça me semble être quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que les Africains, qui a créé cela lui-même, et je dis sans forcément que le pouvoir politique allemand ou, si vous voulez, les milieux institutionnels l'ait créé. C'est une initiative qui a été prise directement par ce responsable. Et en même temps, il a eu le souci de dire, bon, il faut qu'on ait une université populaire comme il y en a en Allemagne, mais cette fois-ci qui soit prise en main, dirigée par des Africains et qui sache faire comprendre à d'autres participants européens, etc., ce qu'est la réalité, ce que sont les réalités africaines. Et moi je crois que, pour résumer, cette connaissance passe par des initiatives africaines sur place, ici en Europe, et en même temps dans une, comment dirais-je, dans une volonté de dialogue et d'éducation. Et l'éducation populaire, aujourd'hui encore, c'est quelque chose de très important. On a quelquefois tendance à l'oublier, mais ce qu'on a appelé les universités populaires, c'est-à-dire le monde associatif et en même temps les lieux où sont formés des citoyens, c'est quelque chose de très important. Et le fait qu'il y a à Berlin une université populaire africaine, je crois que c'est quelque chose aussi qu'on peut souligner comme caractère positif. D'accord, donc un grand merci. Donc si je résume, pour être un peu concis, pour résumer, j'allais dire en deux mots, des pistes de solutions. Une, c'est continuer ce travail d'information, donc continuer l'information vis-à-vis de nos pays, enfin du Congo et ici. Et de deux, peut-être nous combattants résistants, de peut-être mener des actions qui vont plus dans ce sens d'éducation, créer peut-être que ce soit un centre culturel, une université, je ne sais quoi, ici, qui permettrait de faire ce travail et ce travail de dialogue. Voilà, je crois que j'ai essayé de bien résumer. Alors, c'est vrai qu'on est en retard, je dirais pas, parce qu'on a commencé en retard, donc pour moi j'estime qu'on n'est pas en retard. On est dans les temps, et puis on est là pour ça, on est là pour parler, pour échanger, on ne va pas être stressé par le douleur. Je vais quand même donner la parole, puisque Roland souhaitait dire quelques mots, et on a donc un deuxième intervenant, on va donc lui donner la parole effectivement après, pour continuer, j'allais dire, les échanges continuent, hein. Ma possibilité, donc ça continue. Voilà. Et n'oubliez pas de Clément Moutongo, l'histoire germano-congolaise. Alors on l'a déjà présenté. Voilà, mais qui reste un ouvrage de référence écrit par un collègue congolais. Merci en tout cas. Et Roland, tu voulais dire quelques mots? Oui, alors pour la suite, moi je tiens à ce que les combattants restent avec nous, parce que j'ai tellement de mal à les avoir que quand je les ai, je m'approche à eux et puis ils veulent partir, mais je suis en train de les bloquer là. Il faut qu'ils restent. Voilà. Sur les tracts déjà pour la manie. Donc à 20h. Alors, ok, il n'y a pas de problème. Pour la suite, avec ton autorisation, Claudine, je vais demander à Willy de nous présenter Patrick, parce que c'est Willy qui est conseiller au niveau de l'Isanga, qui nous a apporté, qui nous a fait venir un de ses amis, avec lequel nous avons déjà échangé. Nous nous connaissons et il nous a épatés. Alors, je me suis dit, j'ai dit, ben, écoute, je demanderai à Claudine que ce soit toi qui nous présente Willy, parce que je pense que c'est toi qui le connais encore mieux que nous tous. Toi, Willy, qui nous présente Patrick, pardon. Et voilà, je te laisse la parole si tu pouvais venir voilà, ici. Si on va changer. Non, pas du tout, pas du tout. Non, papa, il reste là. Mais non, mais on peut s'asseoir, il n'y a pas de problème. Non, parce qu'en fait, j'aurais aimé que Patrick vienne à côté de papa, c'est ce que oui, qui reste devant. Et pour les photos, tout ça, c'est la famille. Et voilà, donc il n'y a pas de problème. voilà. Oui, merci. Merci Roland. Merci Céline.
Faut parler plus fort. Et je vous salue aussi en même temps, par ricochet. Donc, monsieur Patrick, de son nom, Barthélemy, est un monsieur haïtien, de son état français, bien entendu. C'est un monsieur qui se retrouve dans l'identité africaine. Il est syndicaliste, il a été syndicaliste dans l'entreprise et en même temps, il enseignait les mathématiques. C'est un monsieur qui est très doué dans les maths. Toutes ces théories sont relatives aux mathématiques. Cela étant, il est, comme vous le savez, l'Haïti de cette à l'Union africaine, par conséquent, lui aussi se dit congolais, parce que toutes ses recherches de sa vie, il passe son temps à la bibliothèque, comme bibliothèque, parce qu'il n'utilise pas qu'une seule bibliothèque. Et il est devenu presque avocat. Il a amené beaucoup d'entreprises en procès, et les quelques procès qui gagnent vis-à-vis de certains avocats. Donc il n'a pas besoin d'être un avocat dans une cour, dans un jugement. Il est même se fait avocat et il gagne le procès pour une centaine de milliers d'euros. Ici, c'est le problème du Congo qui nous intéresse. Il a pensé que du fond de lui, il doit être originaire du centre de l'Afrique, par conséquent du Congo ou de l'Ouganda. Les belles filles ougandaises sont sa proie. Même si elle est moche, lui, elle est belle. Alors, ça c'était la carte postale de M. Patrick, très intelligent. Et je vous laisse apprécier son exposé. Mais il a un défi, et ce défi est important. C'est-à-dire que lui, il peut faire chasser Kabila. Attendez-vous à tout ce que vous allez entendre, accrochez-vous à votre chaise, c'est le dégoût qui va. Merci Patrick. Alors, je rajouterai, merci, c'est que Patrick a demandé qu'on ne le filme pas, parce qu'il va être stressé. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir.